La pensée féministe engendrée par un homme, vraiment? À cette question, l'histoire répond sans détour. Oui, et pas n'importe quel homme. Un Normand, journaliste, libre penseur, militant opiniâtre. Cette affirmation n'est ni la manifestation d'un choix délibéré visant à déposséder la femme de son destin, ni une opinion hasardeuse. Au contraire, il s'agit bien d'une vérité vérifiable et vérifiée. Ce n'est pas un hasard si Hubertine Auclair voyait en Léon Richer, je cite, le père du féminisme, ni si Simone de Beauvoir elle-même le qualifiait de véritable fondateur. Alors, découvrons ensemble la destinée exceptionnelle de cet homme, Léon Richer, qui est l'inventeur, le fondateur du mouvement féministe. RCF, Histoire de Normand, Gauthier Lenôtre. Léon Richer est né le 17 avril 1824 dans le département de l'Orne, précisément dans la commune de l'Aigle. Il vient au monde dans une France encore marquée par les soubresauts de l'Empire et de la Restauration. La société est alors en plein changement, en pleine mutation. Nous sommes précisément même sous la Restauration et le début du règne de Charles X, le dernier représentant des Bourbons, de la monarchie des Bourbons. Alors la société est hiérarchisée avec quelques organisations patriarcales, si l'on reprend les mots de certains, c'est-à-dire que les femmes sont juridiquement mineures, politiquement inexistantes, si ce n'est par les salons, comme nous avons pu le voir dans un autre épisode, et économiquement dépendantes. C'est ce qu'il faut retenir. Richer, de son côté, a grandi dans une famille aisée, cultivée, où l'on valorisait l'instruction. Tout semblait alors le destiner à une carrière honorable dans le notariat, la voie classique de l'ascension sociale bourgeoise. Mais rien ne fut tel. La trajectoire de Léon Richer fut différente puisqu'elle a bifurqué. Car pourtant né dans une telle famille, Léon Richer a connu des déboires financiers qui a bouleversé sa vie. Il dut renoncer à ses ambitions et accepter une situation bien plus modeste. Il devint clerc de notaire à Choisy-le-Roi, profession de subalterne qu'il exerça pendant 15 années. Son revenu fut faible, 1200 francs par an, et il dut en plus de cela subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur, dont il fut l'unique soutien à l'époque, donc une position sociale en dessous de ses ambitions, un pécule bien faible pour pouvoir vivre convenablement, d'autant plus en ayant des membres de sa famille à charge. C'est cette réalité quotidienne, difficile, qui ne fut pas anodine dans sa destinée. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle le mit face à la dureté du droit de l'époque. Car c'est en rédigeant des actes, en observant les successions, les contrats, les mariages et en s'occupant de ces deux figures féminines, sa mère et sa sœur, qu'il découvrit une vérité glaçante. Le Code civil napoléonien, qui a été créé sous l'Empire, consacrait une inégalité structurelle entre les sexes. La femme mariée fut juridiquement assimilée à une mineure. Elle ne pouvait déposer librement ses biens. Elle ne pouvait également agir sans l'autorisation de son mari. Bref, ces constats ne laissa pas Léon Richer de Marbre, qui décida, révolté et subissant de fait cette différence de traitement, de s'engager. Il comprit que l'injustice ne relevait pas seulement de la morale, mais du droit lui-même. Et ce droit, il fallait le changer. C'est en tant que journaliste et libre penseur que l'Aiglon prit position pour reconsidérer la place de la femme dans la société. Il a commencé par écrire pour des publications philanthropiques, des journaux progressistes, des revues républicaines. Il s'exprima aussi lors de conférences publiques, souvent dans des salles modestes, parfois devant des auditoires hostiles.
comment ça? Un homme parlant du droit des femmes au milieu du 19e siècle. Ce fut une provocation pour certains, un acte rare pour d'autres qui, vous allez voir, a ouvert la voie à un engagement précieux, utile, fondamental pour la cause des femmes. Il faut mesurer le courage de l'engagement de l'aiglon Léon Richer, dans un contexte national particulièrement instable, puisque nous avons entre-temps changé plusieurs fois de régime. Nous avons commencé sous la Restauration, avec la passation de pouvoir entre Louis XVIII et Charles X, mais il y a eu ensuite les Trois Glorieuses, ayant permis l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, celle de Philippe Ier, puis il y a eu ensuite l'instauration d'une deuxième république qui n'a pas vécu longuement puisque le Second Empire est apparu avec Napoléon III et quelque temps après avec la défaite de Sedan, notamment lors de la guerre de 1870, eh bien la naissance de la Troisième République. Et jamais, non jamais pendant toutes ces années-là, Léon Richer n'aura fait preuve de langue de bois, n'aura masqué ses ambitions pour la cause des femmes. Non, toujours il aura affirmé ses objectifs et aura fait part de ses idées, dans un contexte, encore une fois, où les amis d'aujourd'hui pouvaient être les ennemis de demain. Bref, c'est un véritable acte de courage que Léon Richer a pu révéler à la face de la société française. Car pendant ce temps-là, malgré tout, la France est restée dominée par une morale catholique rigide. Rigide est un bien grand mot, je dirais plutôt marqué. Une peur du désordre social, une méfiance profonde envers l'émancipation féminine, assimilée à une menace pour la famille. Si bien qu'au bout du compte, les journaux conservateurs ont ridiculisé plusieurs fois Léon Richer, se sont moqués de son engagement, de ses idées. On l'a caricaturé à maintes reprises. Citons une caricature que vous pouvez retrouver sur Internet, qui est celle du journal L'Homme d'aujourd'hui. Bref, tout a été fait pour le marginaliser, pour discréditer sa parole et éviter en somme que les dogmes millénaires ancestraux soient bouleversés, que les colonnes soient détruites pour construire un nouveau temple. Bref, notre Normand n'en a pas moins fait preuve de persévérance et a maintenu son engagement. Les combats de Léon Richer furent clairs et pragmatiques et ses revendications sans détour. Voici quelques-unes. L'ouverture de l'éducation aux filles, condition indispensable de l'émancipation selon lui. L'égalité salariale pour mettre fin à l'exploitation économique. Et enfin, l'accès à la propriété pour garantir l'autonomie matérielle. Il ne réclamait pas encore le droit de vote pour les femmes, estimant à tort ou à raison que l'urgence était ailleurs dès lors, c'est-à-dire l'égalité civile. Tout a commencé, souvenez-vous, chers auditeurs, de sa lecture du Code civil napoléonien. Alors, plus que la revendication, Léon Richer a mis en application sa pensée, avec l'un de ses combats les plus emblématiques, celui de Julie Daubié. Alors, Julie Daubié, ce n'est pas un combat, mais plutôt c'est une femme pour qui il s'est engagé à corps et âme. Journaliste à l'opinion nationale, Léon Richer a en effet mené une campagne de presse énergique pour permettre à cette jeune femme de se présenter au baccalauréat, examen alors réservé aux hommes. Alors, face à son combat, l'administration académique a résisté, Richer a insisté, persévéré, et au bout du compte, s'étant entouré de soutien, aussi bien féminin que masculin dans la bonne société mondaine, est parvenu à faire en sorte que Julie Daubié devienne la première femme bachelière de France à la fin des années 1860. Un symbole puissant et une reconnaissance de l'engagement de notre Normand. Léon Richer comprit dès lors que les combats isolés ne suffisaient plus. C'est ainsi qu'en 1869, il prit l'initiative de fonder l'hebdomadaire Le Droit des femmes, pour la première fois
un journal fut entièrement consacré à cette question. Quelque temps plus tard, une année précisément, nous sommes en 1870, avec Maria de Resmes, il créa l'Association pour le droit des femmes. Le féminisme français dès lors devint un mouvement organisé, identifiable, structuré, le début d'un élan populaire permis grâce à Léon Richer. Le 20 avril 1873, Léon Richer élabore une proposition de loi en faveur du divorce, un sujet explosif dont notre Normand n'a pas eu peur justement de traiter. La presse s'est enflammée directement, l'Église protesta, la société s'est divisée entre les partisans du divorce et les opposants, mais là encore Richer tient bon. Il sait que le mariage indissoluble est souvent une prison pour les femmes, c'est sa pensée. Encore une fois, je tiens à le préciser, chers auditeurs. Il profita quelques années plus tard, après avoir proposé cette proposition de loi qui n'est pas arrivée jusqu'au bout, bien entendu, il profita de l'exposition universelle de 1878 pour véritablement dévoiler la face du monde, cette fois-ci son ambition. Il s'en est servi en somme comme une tribune exceptionnelle. Car en effet, Léon Richer a organisé le Congrès international du droit des femmes. Ce rassemblement, en plein cœur de Paris, accueillant des dignitaires du monde entier, eut un retentissement immense. Il marqua le premier acte majeur du féminisme en France, mais aussi au monde. Car le combat devint visible, audible, international. Et c'est à partir de ce moment que Richer changea de statut. À 55 ans, il devint rédacteur en chef du Petit Parisien, que bon nombre d'entre vous connaissent bien, du moins dans les souvenirs. Il se mit à rencontrer députés, sénateurs, ministres, le tout Paris en somme, de quoi accentuer l'intensité de son engagement. Car en 1882, il fonda la Ligue française pour le droit des femmes, dont Victor Hugo en accepta de prendre la présidence honoraire. Le féminisme est entré dans le débat politique par conséquent. Encore quelques années plus tard, en 1886, vous voyez vraiment que son engagement fut de tout temps, fut haletant. Richer mit en place une commission extra-parlementaire réunissant députés et sénateurs favorables à sa cause. Il présenta lui-même 3 propositions de loi majeures. Celui de l'émancipation civile des femmes mariées, la réforme de la nationalité et l'égalité des droits civils et familiaux. Il soutint également la loi sur la recherche de la paternité portée par le parlementaire Gustave Rivet. Et à la suite de l'exposition universelle de 1889, donc d'un second congrès international, le Parlement vota une loi historique, le droit de vote des femmes commerçantes pour les tribunaux de commerce. Ce fut une première brèche dans l'inclusion politique qui, en réalité, depuis, n'a cessé de s'élargir, encore une fois, cette brèche. L'œuvre ultime de Léon Richer est donc immense, vous le saisissez bien. En 1890, il fonde la Fédération internationale pour la revendication des droits de la femme. Elle rassemble cette institution, cette fédération, la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Écosse, la Suède, la Suisse, l'Italie, la Pologne, la Grèce et les États-Unis, bref. Il a véritablement réussi tout au long de sa vie à faire en sorte que le féminisme en tant que mouvement ait une envergure mondiale. Il expira son dernier souffle au bout du compte en 1911 à l'âge de 87 ans. Il n'aura pas vu le droit de vote accordé aux femmes françaises puisqu'il aura fallu attendre 1944, mais on aura posé toutes les bases, jeté toutes les fondations. Léon Richer fut un homme de paradoxe, un homme du 19e siècle qui pensa pour le 20e siècle, un Normand discret qui bouleversa l'ordre social. Il n'a pas parlé à la place des femmes, il a parlé pour que leur voix soit entendue. Et si l'histoire l'a parfois relégué dans l'ombre, s'est moqué de lui, le droit dont nous héritons aujourd'hui porte encore, silencieusement, la trace
de son combat. Et désormais, chers auditeurs, vous saurez.